Et cet invité, c'est Baptiste Milondo. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Baptiste Milondo, vous êtes économiste et philosophe. Vu l'état de l'économie mondiale, ça peut être utile. Alors, vous donnez des cours d'économie à de futurs ingénieurs, à l'École centrale de Paris, à Sciences Po Lyon aussi, et puis à l'École de commerce et développement 3A, qui est une école pas tout à fait comme les autres à Paris, je crois. En quelques mots, ça la philosophie de cette école. À Paris et à Lyon, et donc du coup, c'est une école de commerce tournée vers l'humanitaire historiquement, et qui maintenant s'ouvre également aux questions d'entrepreneuriat social, d'économie sociale et solidaire, ce genre de problématiques. D'accord. Alors, dans la plupart des pays européens, sans parler des pays émergents ou en développement, le chômage touche 10, 15, voire 20, parfois plus % de la population active. Et souvent, d'ailleurs, les jeunes sont les plus touchés. En France, le président Hollande a déclaré le pays en état d'urgence économique. Il a annoncé un plan d'urgence pour essayer de réduire le chômage, pour parvenir enfin à inverser la courbe du chômage, comme on dit en France. Un plan avec des primes à l'embauche, avec des formations pour les chômeurs, des aides à l'apprentissage. Vous dites bravo ? Voilà. Je vous dis, alors c'est sans doute une première étape. Après, moi, je me dis, sans doute que la meilleure solution serait de se poser différemment cette question du chômage, se demander si le chômage, enfin, s'il est logique que le chômage soit véritablement un problème dans nos sociétés. Moi, j'ai tendance à considérer que, à l'inverse, c'est plutôt l'emploi qui est un problème dans notre société. Enfin, j'ai le sentiment qu'on marche c'est-à-dire un peu à la tête à l'envers. On en a l'emploi aujourd'hui qui, du fait de la valeur travail, est le produit final de notre activité économique. Si on demande à la fin de l'année qu'est-ce qu'on a produit, on produit des emplois. Mais c'est quand même assez fondamental pour quelqu'un d'avoir un travail, un emploi, pour pouvoir s'intégrer dans la société. Alors, au travail, un emploi, déjà, il faudrait faire la distinction. Après, moi, je me dis, effectivement, aujourd'hui, dans notre société qui tourne essentiellement autour de l'emploi, donc qui survalorise l'emploi, celui qui n'a pas d'emploi est exclu de la société, a une forte baisse de revenus, voire une perte totale de revenus, et c'est problématique. De la même manière, pour la société, on se dit, ceux qui sont sans emploi ne contribuent pas à la création de richesses et sont source de tensions sociales. Et alors, qu'est-ce qu'on fait ? On essaie de trouver de nouvelles formes d'emploi ou alors on travaille autrement ? On travaille autrement, puis on change notre vision du travail. Donc, en gros, ça revient à dire, en fait, à part l'emploi, il y a des tas d'autres activités qui sont du travail, qui contribuent à l'enrichissement collectif, qui contribuent à l'enrichissement personnel, qui peuvent être source de reconnaissance sociale, d'utilité sociale, d'estime de soi, au même titre que l'emploi. Et donc, du coup, ce sont ces activités-là qu'il faudrait valoriser, reconnaître. Et ces activités-là, pour pouvoir être, disons, faisables, elles ont besoin de ce qu'on appelle un revenu universel qui serait accordé à tout le monde. Vous êtes donc favorable à ce revenu universel ? Bien sûr. Mais alors, c'est même pas que... Enfin, bien sûr, il faudrait ce revenu inconditionnel pour que chacun puisse continuer à contribuer à l'enrichissement collectif, mais ce revenu inconditionnel viendrait aussi reconnaître la contribution de tous. En gros, on arrête de distinguer des chômeurs ou des personnes sans emploi qui ne contribuent pas et des personnes qui sont dans l'emploi qui contribuent. On dit tout le monde contribue, et puisque tout le monde contribue, tout le monde a droit à un revenu. Vous l'appelez revenu inconditionnel d'ailleurs, c'est-à-dire un revenu sans condition. Il faut bien rappeler que c'est sans condition et sans contrepartie, ce qu'on appelle la double inconditionnalité. Ça veut dire revenu inconditionnel pour tout le monde, que vous soyez déjà travailleur ou pas, que vous ayez déjà un emploi, disons. Tout le monde est travailleur, voilà. Ouais. Mais si on a un emploi, on perçoit ce revenu inconditionnel également. Alors on va parler après du financement, parce que c'est un gros problème, comment on finance ce revenu, mais on va voir que l'idée de ce revenu universel a fait son chemin aussi en Suisse. Des citoyens ont rédigé une pétition en Suisse, ils ont recueilli plus de 125 000 signatures, donc il y aura un référendum sur la question cette année, en 2016, mais le Parlement fédéral, bizarrement, a recommandé aux Suisses de voter contre ce revenu. Vous n'avez pas l'air de dire que c'est si bizarre que ça. Revenu de base inconditionnel, le reportage de Magali Rochat de la RTS. On en parle tout de suite après. Je vous propose de prendre comme base de départ votre CV. Spécialiste dans la réinsertion professionnelle, José côtoie tous les jours des personnes au chômage. Un problème qui, selon lui, pourrait être résolu grâce au revenu de base inconditionnel. On a le droit au logement, on a le droit à l'éducation, on a plein de droits. On a même celui de travailler, mais il n'y a pas de travail pour tout le monde. Sinon, il n'y aurait pas de chômage. Alors partageons le travail. Si moi, je baisse mon taux d'activité de 100 à 60, ça libère un 40%. Peut-être quelqu'un actuellement qui est sans emploi pourrait occuper ce poste-là. Plus le revenu de base, ça lui donnerait peut-être une vie suffisamment digne pour ne pas être stigmatisé. Anne-Béatrice Duparc, 37 ans, connaît cette stigmatisation. Ne pouvant vivre de son travail à 20% dans une association, elle reçoit des allocations chômage. Elle essaye de monter sa propre activité, mais le manque de ressources risque bien de l'en empêcher. Je pense qu'il y a un facteur de stress qui est là pour beaucoup de gens, en fait, soit de trouver un emploi, soit de le conserver, et qu'avec un revenu de base, je pense qu'on aurait vraiment plus d'énergie à disposition pour être créatif, innover, se lancer dans des projets qu'aujourd'hui on n'ose pas lancer parce que c'est un risque. La peur de créer une société de fainéants fait pourtant partie des principaux contre-arguments au projet.
Alors il y a eu des études qui ont été faites. On a demandé aux gens, est-ce que vous arrêtez de travailler demain si vous avez un revenu de base ? La plupart des gens ont dit non. Je continue à travailler parce que le travail, c'est pas que de l'argent. C'est de la reconnaissance, c'est un enrichissement aussi, c'est des échanges avec d'autres personnes. Une société plus égalitaire, plus innovante, n'est-ce pas utopique tout ça ? Il y en a eu d'autres, des utopies qui se sont réalisées avant, comme les congés payés, comme les 40 heures de travail par semaine, etc. Si on avait jeté à la poubelle toutes les utopies de ce monde, à mon avis, on serait encore à l'âge de pierre. Alors, on gardera l'utopie pour la fin, mais d'abord, la question de savoir si ce revenu universel, finalement, ça ne va pas accentuer le chômage. Ça va créer une société de fainéants, comme on a dit dans le reportage. Une société de fainéants. Enfin, moi, je pars du principe que, encore une fois, quelles que soient nos activités, nous contribuons tous à l'enrichissement collectif. Donc, du coup, il faut à ce moment-là, il faut me dire, qu'est-ce que c'est être fainéant ? Qu'est-ce que c'est ne rien faire ? Je regarde autour de moi, je ne vois pas à quoi ça peut correspondre ne rien faire. Et je ne pense pas que certains pourraient avoir envie de ne rien faire. Je pense qu'on est tous actifs, qu'on a tous envie d'avoir des relations sociales, etc. Et ça, déjà, c'est contribuer à la société. Alors, comment on finance ce revenu inconditionnel ? On finance en partageant la richesse. En gros, moi, mon raisonnement, c'est qu'aujourd'hui, il y a des tas de gens qui travaillent et qui n'ont droit à rien. Et ça, c'est injuste. Et ils ont droit, à mon sens, aujourd'hui, ils devraient avoir droit à une part du gâteau. Donc je le finance en partageant ce gâteau. Quand vous dites qu'ils travaillent, ils n'ont droit à rien. Donnez-moi un exemple. Alors je pense du coup à des bénéficiaires, bénéficiaires du RSA ou des gens qui n'ont plus droit au RSA, qui n'ont pas droit au RSA, alors suivant différentes situations. Ceux-là, à mon sens, travaillent quotidiennement. Ils sont bénévoles pour la société, mais on dit, vous n'avez droit à rien. Ça ne me semble pas juste. Donc du coup, comment je le finance ? Je me dis, pour que tout le monde ait une part suffisante, il faut partager différemment le gâteau. Donc faire en sorte que chacun ait accès à un revenu minimum suffisant. Si vous n'avez rien à faire, c'est parce que vous dites qu'ils sont bénévoles, ils sont pas tous ceux qui sont qui touchent le RSA ne sont pas bénévoles. Si vous ne faites rien et que vous recevez une somme de 800 000 euros par mois, ça vous donne peut-être envie de ne rien faire et de profiter de la vie en dépensant peu, mais voilà, en n'apportant rien à la société. Alors, de mon point de vue, on apporte quelque chose à la société. Je disais bénévole, c'est pas forcément bénévole dans une association déclarée. Je pense que nous avons tous des relations sociales, nous avons tous des relations d'entraide réciproques, et du coup... C'est une forme de travail. C'est une forme de travail, bien sûr. C'est la base de la société, à mon sens. C'est ce qui fait que nous formons une société et que nous entretenons cette société. Sur le financement, on connaît l'état des finances publiques, des caisses de l'État. Comment est-ce qu'on fait ? On réduit les prestations sociales, on fait un transfert ? Alors, surtout pas. Alors, pour certaines prestations, oui. Après, cette question du financement, vous parlez de problème, à mon sens, ça n'est pas un problème, c'est un faux problème. On est un pays qui est ultra riche. Nous avons, à l'évidence, les moyens de garantir à tous un revenu au moins égal au seuil de pauvreté. Ça, c'est une évidence mathématique. La sécurité sociale est en déficit, alors on fait comment ? Oui, mais ça, c'est des questions de choix budgétaires, purement et simplement. Donc, du coup, effectivement, ça revient à dire il faut mieux partager la richesse pour faire en sorte que tout le monde ait suffisamment. Du coup, concrètement, c'est-à-dire que moi, je touche à une partie de la protection sociale, donc toutes les prestations auxquelles le revenu inconditionnel vient se substituer parfaitement et avantageusement. Je touche au RSA, bien sûr, je le supprime, je le remplace par un revenu inconditionnel plus élevé. Je touche aux allocations familiales, là aussi, le revenu inconditionnel... Donc tout cet argent qui est consacré aux allocations familiales, vous le donnez au revenu inconditionnel ? Je le transfère vers le financement. Et si ça ne suffit pas ? Et ça ne suffira pas, bien sûr. Et pour cela, donc pour compléter, alors je supprime également une bonne partie de ce qui est dépensé au titre des politiques de l'emploi. Donc ce que j'appelle la turbine à turbin, où on crée des emplois juste pour créer des emplois. Encore une fois, l'emploi est le produit final de notre activité économique et c'est aberrant. Donc du coup, ça je le supprime également, je finance un revenu inconditionnel avec ça, et ensuite... Et si ça ne suffit toujours pas ? Ça ne suffira toujours pas, heureusement, il faudra augmenter les impôts, augmenter la progressivité de l'impôt sur le revenu. Alors là, vous allez faire plaisir à beaucoup de monde. Et réduire les inégalités. Et alors, comment on fait pour augmenter les impôts tout en réduisant les inégalités ? Ça veut dire qu'on n'augmente pas les impôts de la même manière à tout le monde ? Alors, augmenter la progressivité, donc faire en sorte qu'effectivement l'impôt sur le revenu soit beaucoup plus progressif. Alors, sachant que depuis en gros une trentaine d'années, on a savamment réduit la progressivité de l'impôt sur le revenu. Donc, augmenter la progressivité de l'impôt sur le revenu. Donc, pour être clair, on fait payer plus les riches, entre guillemets. Bien sûr. Partager le gâteau, ni plus ni moins. Donc, reconnaître la contribution de tous, y compris des pauvres, et faire en sorte qu'ils ne soient plus pauvres. C'est aussi simple que ça. Et puis augmenter également l'impôt sur le patrimoine. Donc là aussi, les inégalités sont très marquées en matière de patrimoine. Impôt sur le patrimoine, ça permettrait de redistribuer aussi un peu cette richesse. Donc contrairement à ce qu'avait dit François Mitterrand, je crois en 93, contre le chômage, on n'a pas tout essayé encore. Bien sûr, on n'a pas tout essayé. Ouais. C'est bien dommage, mais on reste toujours sur le même logiciel. Et c'est ça qui m'attriste un peu quand je vois les propositions de François Hollande. On reste toujours sur le même logiciel avec l'emploi comme seul horizon du travail. Vous êtes de ces économistes qui estiment que la croissance à tout prix, c'est pas nécessairement ce que nos sociétés doivent faire ?
Ah oui, c'est même tout l'inverse. Du coup, moi, je suis objecteur de croissance, décroissant, donc je pars du principe que Objecteur de croissance. Objecteur de croissance. Je pars du principe qu'aujourd'hui, on produit trop, on consomme trop. Je pense qu'une bonne partie de la population sera assez facilement d'accord avec moi. On est dans une société de surconsommation, de surproduction. Du coup, on doit et on peut produire beaucoup moins et consommer beaucoup moins. Et je pense qu'on sera beaucoup plus heureux. Encore une fois, le premier réflexe qu'on a quand on dit on va mettre en place un revenu inconditionnel, c'est les gens vont arrêter de bosser. Pourquoi est-ce qu'on se casse la tête à essayer de créer plus d'emplois ? Trouvons d'autres choses à faire. Et on trouvera. En un mot, les économistes, surtout quand ils sont philosophes, ce sont des utopistes, comme on disait tout à l'heure. Bah oui, alors il faut savoir sortir un peu des chiffres, regarder un peu plus loin et se dire vers quelle société on veut aller. Merci Baptiste Milando, merci d'être venu de Lyon pour nous parler du revenu inconditionnel. Merci beaucoup.